dépend d'un laboratoire de maths et d'un laboratoire de biologie à l'UBS. Pour des raisons un petit peu historiques, parce que ma spécialité à la base est la physique quantique. Et je suis arrivé à l'UBS, en fait, j'ai été nommé pour créer un cycle de physique. Et il n'y avait rien pour moi en recherche. Et c'est pour ça que je suis un petit peu un électron libre. Et je me suis intéressé depuis 2-3 ans à un problème de biologie fondamentale, mais qui est à l'interface de la physique, et dont je vais vous parler ce soir. Mais avant ça, je vais vous faire une petite immersion dans le monde des diatomées, pour vous rappeler ce qu'est une diatomée et quelles sont leurs propriétés. Alors les diatomées sont des microalgues unicellulaires. En fait, c'est une cellule végétale qui est enfermée dans une prison de verre. C'est ce qu'on appelle le frustule, c'est un squelette en silice qui est parfaitement transparent. Mais vous avez toutes les caractéristiques d'une cellule végétale. Vous avez un noyau, vous avez des chloroplastes. Et leur taille varie en gros entre 2 microns, enfin quelques microns, et ça peut aller jusqu'à 1 millimètre, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est des très très grosses diatomées. On en compte à peu près jusqu'à 10 000 espèces qui sont réparties en jusqu'à 200 genres. Elles sont le constituant majeur en fait du phytoplancton, parce qu'on estime qu'elles contribuent à hauteur de 25%. Et à ce titre-là, elles ont un rôle majeur dans l'écosystème marin, comme je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, parmi les diatomées, en fait, on distingue en deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les diatomées centriques, que vous avez à gauche, là, qui ont une symétrie, en fait, radiale. Ce sont les premières à être apparues, en fait, dans l'évolution. Vous voyez plein de chloroplastes ici, ça, on en reparlera un peu plus tard. Et puis, elles ont un mode de vie un peu particulier. Elles sont dites planctoniques, à savoir qu'en général, elles vivent dans la colonne d'eau. L'autre ordre, c'est ce qu'on appelle les pénées, qui, elles, sont plutôt benthiques, c'est-à-dire qu'elles poussent, en général, à la surface, sur le fond de la mer, pardon, ou alors accrochées à des roches, ou alors des morceaux de bois mort. Elles sont apparues plus tard dans la théorie d'évolution, et puis certaines ont même la propriété de se mouvoir sur le sol. D'ailleurs, le mouvement est quelque chose d'assez pas toujours bien compris à l'heure actuelle. Elles ont des modes de vie qui sont extrêmement variés. Elles ont colonisé absolument tous les milieux aquatiques, que ça va, l'eau douce, les milieux marins, les vasières, les strands, les marais salants. On en trouve même enfermés en fait, dans les glaces polaires, que vous voyez ici. Donc absolument dès qu'il y a de l'eau, qui stagne suffisamment longtemps, il y a des diatomées. Et cela, elles se sont réparties de partout à la surface du globe, des pôles aux tropiques, il y en a absolument partout. Elles ont vraiment réussi à s'adapter et coloniser absolument tous les milieux aquatiques. Et puis après, elles ont aussi des formes de vie différentes. Il y en a qui vivent toutes seules dans la colonne d'eau, mais il y en a d'autres qui forment des colonies. Il y en a d'autres qui vivent au fond de la mer, mais qui font former des biofilms. Donc elles ont des modes de vie extrêmement variés, et ce qui montre aussi leur grande adaptabilité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce sont des végétaux, ce sont donc des organismes autotrophes. Elles tirent l'énergie dont elles ont besoin à partir de la photosynthèse. Et il est clair qu'à ce titre, la capture de la lumière pour elles est absolument fondamentale. Et ça va être un des thèmes que je vais aborder par la suite. Et elles ont aussi, comme je vous l'ai dit auparavant, une importance écologique absolument majeure du fait qu'elles sont portées du plancton. Elles sont à l'origine de toute la chaîne trophique, enfin de la chaîne alimentaire marine. Ce sont des algues fourrages. Et aussi, elles ont une importance au niveau du fonctionnement de la biosphère, parce qu'elles fixent le carbone et elles produisent de l'oxygène, et ça, on l'estime autant que les forêts tropicales. Donc quand on dit que l'Amazonie, par exemple, est le poumon de la Terre, on oublie que le phytoplancton contribue autant, notamment les diatomées, que toutes les forêts à la surface du globe. Donc de ce point de vue-là, elles ont une importance absolument majeure. Alors, la question qui va m'intéresser, porte au niveau de ce qu'on appelle le frustule, parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux. Alors, et notamment ce frustule, donc le frustule, c'est ce squelette en silice qui singularise les diatomées parmi les microalgues.
Comme je vais vous le montrer, il possède de grands mystères. Alors, en fait, le frustule, c'est un squelette en silice, mais il est constitué de 2 valves qu'on appelle les TEC, et elles sont agencées comme des boîtes de pétri. Et ce qui est assez remarquable, c'est que, en fait, on trouve ce qu'on appelle des ornements à la surface de ces TEC, mais pas seulement, comme je vous le montrerai. Et ça peut être des petits trous qu'on appelle des aréoles, ça peut être des stries, ça peut être... Et ces ornements sont arrangés de façon extrêmement régulière à la surface de ces TEC. Et surtout aussi, ce qui est caractéristique, c'est que les ordres de grandeur des diamètres, par exemple, des trous, c'est de l'ordre du micron, c'est-à-dire c'est de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde visibles, enfin, à peu près. Et ça, vous allez voir, alors évidemment, déjà on trouve une énorme diversité de formes, tant au point de vue il y a une grande variabilité au niveau du frustule, que ce soit en termes de forme, que ce soit en termes de structure 3D, que ce soit en termes d'ornement, on peut voir des porelles, on peut voir des stries, on peut voir, et puis aussi au niveau des tailles caractéristiques. Et toutes ces caractéristiques, en fait, sont des clés d'identification des différentes espèces. C'est-à-dire qu'une espèce donnée va avoir telle forme, telle structure 3D de frustule, tel type d'ornement, et puis telle taille caractéristique. Et ça permet de les identifier. Mais il y a aussi un fait, c'est que le frustule, c'est pas simplement une sorte de boîte en silice qui serait perforée par des trous ou des stries. C'est une structure extrêmement complexe. En fait, chaque TEC, en fait, enfin, ça dépend des espèces aussi, il y a des choses plus ou moins compliquées, mais pour certaines espèces, en fait, une TEC, c'est pas simplement, c'est constitué de différents, d'une espèce de feuilletage de différentes plaques en silice, et chaque plaque, en fait, a ses propres ornements, ses propres types d'arrangements, ses propres tailles caractéristiques, et il y en a même des espèces qui ont carrément des structures fractales où ça rapproche au niveau de la TEC. Donc c'est vraiment une structure extrêmement compliquée et extrêmement régulière. Et évidemment, ces structures sont extrêmement belles. Et alors, les diatomées ont été découverts au XVIIe siècle, notamment suite aux travaux d'Anthony van Leeuwenhoek, qui a beaucoup perfectionné les microscopes. Et une des premières découvertes, justement, quand les microscopes ont été suffisamment puissants, eh bien, c'est ces diatomées. Et bon, j'ai marqué aussi la date de la première description scientifique d'une diatomée, qui est 1783 par un naturaliste danois. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que depuis leur découverte, les diatomées fascinent en fait par la beauté de leur frustule. Et notamment, il y a des naturalistes comme Ernst Haeckel qui nous a laissé des planches absolument fabuleuses de dessins de diatomées. Et sa vision artistique de la nature, d'ailleurs, a beaucoup influencé le mouvement Art Nouveau. Et au-delà de cette fascination pour la beauté des frustules, en fait, les diatomées, à travers leurs frustules, ont beaucoup d'applications. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des millénaires, en fait, il y a eu beaucoup de diatomées qui ont vécu en mer, et elles sont mortes, et en fait, elles ont sédimenté au fond des mers, et en fait, leur frustule a fini par constituer de véritables roches, qu'on appelle la diatomite, et il existe des carrières de diatomite. Ici, par exemple, vous avez la carrière d'Andance en Ardèche, où on extrait de la diatomite. Alors cette diatomite, c'est une roche qui est constituée quelque part de fossiles de frustules, et c'est beaucoup utilisé pour plein d'applications, donc notamment ça sert d'abrasif, mais aussi Nobel a utilisé la diatomite pour stabiliser la nitroglycérine et fabriquer sa dynamite. La diatomite sert aussi à faire de la filtration, notamment pour fabriquer de la bière, pour les piscines, ça sert aussi de litière pour les animaux, pour le substrat, pour faire des cultures de végétaux. Et puis plus récemment, donc la diatomite, ce sont des fossiles de frustules. Puis plus récemment, par contre, on a vu apparaître des applications nanotechnologiques des frustules, où là, par contre, c'est différent, on ne parle pas de diatomite. Il y a des gens qui cultivent des diatomées pour en récupérer les frustules et pour s'en servir, faire des nanotechnos. Notamment, il y a des gens qui font de la microfiltration, de la détection ultrasensible de gaz. On développe des biocapteurs à partir de frustules diatomées. Il y a même des gens qui ont déposé des frustules sur des capteurs solaires pour augmenter les rendements des cellules photoélectriques. Et c'est un petit peu, vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et puis surtout, l'idée, c'est que, en fait,
Alors voilà les mystères, c'est que à l'heure actuelle, on est totalement incapable, en fait, dans nos laboratoires de recherche, de fabriquer des structures aussi complexes en silice à ces échelles. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous, quand on veut fabriquer quelque chose en verre, il va falloir chauffer très très fort, en général, et puis on ne sera jamais capable d'avoir une telle complexité. Et là, les diatomées, elles fabriquent des structures d'une complexité redoutable dans l'eau, à température ambiante, et ça, on ne sait pas faire. Et c'est pour cette raison que les gens, enfin beaucoup de chercheurs, utilisent ces frustules pour fabriquer des nanotechnos, parce que c'est la nature qui a déjà fabriqué ça. Ceci dit, on peut quand même s'interroger et se poser que cette complexité du frustule interroge, et on peut se poser de nombreuses questions. D'abord, par quel procédé les diatomées arrivent à ce point à dominer la chimie de la silice et à maîtriser la morphogénèse du frustule? Ça, on ne sait pas pour l'instant. On a des éléments de réponse, mais on ne sait pas complètement. Qu'est-ce qui explique aussi une telle régularité dans les arrangements des aréoles, par exemple à la surface des frustules? Ça aussi, c'est très très mystérieux, parce que c'est des structures quand même très très régulières, où il y a des grandes propriétés de symétrie. Et puis évidemment, ensuite, on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'une microalgue aussi simple, parce que elles sont apparues extrêmement rapidement dans l'évolution, pourquoi est-ce qu'il existe des raisons pour lesquelles une microalgue aussi simple a construit un squelette aussi compliqué, et est-ce que ça ne résulterait pas d'une adaptation morphologique? Donc voilà le genre de mystère et de questions qu'on se pose face à la complexité du frustule. Alors maintenant, je vais évoquer quelques propriétés physiques du frustule qui ont été découvertes et qui constituent en fait des éléments de réponse à ces questions. Alors, la première découverte au niveau des propriétés physiques du frustule, on date à peu près de 2003, où un groupe allemand a publié un article où ils expliquent que le frustule, en fait, possède des propriétés mécaniques absolument remarquables, parce que si jamais vous appliquez une contrainte sur un frustule, eh bien, en fait, la fissuration va être retardée par le fait que ces contraintes, en fait, vont être stockées dans les pores, et ça va donc provoquer une sorte de résistance assez surprenante, parce qu'en général, le verre ou la silice, c'est quelque chose de très rigide, et si jamais vous appliquez assez fortement sur de la silice, ça va se fissurer, ça va claquer. Et là, en fait, du fait qu'il y ait des petits trous arrangés de façon périodique, les contraintes sont absorbées quelque part dans ces petits trous, et ça retarde la fissuration. Et alors, ils ont fait à la fois des expériences, ils ont fait ça résulte de travaux expérimentaux et à la fois des simulations numériques. Donc c'est quelque chose qui est reconnu désormais. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils expliquent aussi que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les diatomées sont aussi majoritaires dans le phytoplancton, parce que ça leur confère un petit avantage écologique par rapport aux autres microalgues qui sont mangées plus vite, en gros. Bon, elles finissent quand même pas de manger, mais ça peut être un petit avantage qui explique pourquoi elles sont si nombreuses. Alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est que ça date de 2003, ces travaux-là, mais en fait, il y avait des architectes et ingénieurs du début et du milieu du XXe siècle qui avaient eu l'intuition que ces structures possédaient des propriétés mécaniques remarquables. C'est notamment le cas d'un Américain qui s'appelle Fuller, qui a construit en fait des dômes géodésiques directement inspirés des frustules de diatomée. Il y a aussi un Français qui s'appelle Robert Le Ricollet. Alors lui, il s'est beaucoup inspiré des radiolaires, qui sont, c'est du zooplancton là, cette fois-ci, mais ça possède un squelette en silice qui ressemble beaucoup à celui des diatomées, qui s'est aussi inspiré pour fabriquer pour concevoir des structures à partir de ces structures en silice. Et enfin, il y a un architecte espagnol qui s'est beaucoup aussi inspiré des structures des techs pour fabriquer notamment le marché coup de verre d'Algeciras. Et puis aussi, il a fabriqué des coques en béton armées en étant inspirés par ces frustules diatomées. Donc c'est marrant, parce qu'ils avaient eu l'intuition, sans le démontrer scientifiquement, que ces frustules avaient des propriétés mécaniques remarquables. Et bon, alors par contre, moi, maintenant je vais commencer à vous parler de ce qui m'intéresse plus particulièrement. En fait, en 2004, donc très très peu de temps après la démonstration que le frustule avait des propriétés mécaniques remarquables, un groupe allemand en fait a publié un article théorique basé sur des simulations numériques
où ils expliquent que le frustule des diatomées possède des propriétés optiques particulières, puisque selon eux, ça serait un cristal photonique naturel. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop les détails dans la physique des cristaux photoniques, mais à cette époque-là, 2004, c'était justement l'époque où la recherche en optique était vraiment focalisée sur les cristaux photoniques. Alors les cristaux photoniques, ce sont des structures périodiques en matériaux diélectriques. Et ils ont, par rapport à la lumière, en fait, ils se comportent un petit peu comme les électrons qui traversent un cristal. Et on nous apprend en physique des solides que quand un électron traverse une structure périodique, en fait, du fait de cette périodicité, il va apparaître des bandes de conduction, de valence, et puis surtout des bandes interdites. Et les cristaux photoniques sont un peu l'équivalent, mais pour la lumière. Et ils possèdent ce qu'on appelle des bandes photoniques interdites, c'est-à-dire qu'il y a des plages de fréquences pour lesquelles la lumière ne peut pas se propager à l'intérieur. Et on connaît aussi des cristaux photoniques naturels, notamment les opales, mais aussi il y a un physicien français qui a montré que les écailles des ailes de papillon procèdent des structures type cristaux photoniques et que finalement les écailles des ailes de papillon doivent être considérées comme des cristaux photoniques naturels. Et alors je pense que ce qui s'est passé, c'est que en 2004, ce groupe allemand qui devait travailler sur les cristaux photoniques a vu une diatomée. Et évidemment, quand on regarde, par exemple ici, vous avez c'est une fibre optique en fait qui a une structure avec des petits trous à l'intérieur. Ça ressemble quand même méchamment de loin à un frustule. Et donc ils se sont dit, ça doit se comporter, ça doit avoir des propriétés comme le cristal photonique. Et donc ils ont fait des calculs numériques et ils ont annoncé qu'effectivement le frustule était selon eux un cristal photonique naturel. Et à la toute fin de l'article, ils concluent leur article en disant que eh bien, ça devait certainement permettre à la diatomée d'augmenter le rendement de sa photosynthèse. Mais ça, c'est juste une suggestion. Il n'y a aucune démonstration de ce fait-là. Et puis, alors évidemment, c'est toujours pareil en recherche, c'est que quand il y a une idée un petit peu farfelue ou intéressante qui émerge, il y a beaucoup de gens qui se mettent à regarder la même chose. Et donc très très vite, il y a d'autres personnes qui vont publier des articles au niveau des propriétés optiques des diatomées. Il y a en 2007 un groupe italien de Luca De Stefano qui va prétendre que une tech d'un frustule de diatomée se comporte comme micro-lentille. Alors ça, ils ont fait une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont pris une diatomée, ils l'ont tuée, ils ont nettoyé le frustule, enlevé toute la matière organique, et puis ils ont envoyé en fait un faisceau laser dessus, comme ça, et ils ont vu que si on mettait derrière un capteur CCD, il y avait un endroit où la lumière semblait être focalisée. Et donc ils ont annoncé que une tech d'un frustule de diatomée devait se comporter comme une micro-lentille. Et comme ici, là, au cœur de mon transparent, vous avez ce qu'on appelle un réseau de micro-lentilles, et notamment qu'on va déposer sur les capteurs CCD pour aller focaliser la lumière sur la zone active des capteurs CCD. Et là encore, à la fin de l'article, il conclut en disant que certainement, le fait qu'une tech de frustule de diatomée pouvait être vue comme une micro-lentille, ça devait servir à augmenter la photosynthèse parce qu'il y a certaines diatomées qui poussent en profondeur dans la mer et dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière, et donc ça permettrait éventuellement d'aller focaliser la lumière sur les chloroplastes, et donc que ça devait certainement être que le frustule finalement résultait d'une adaptation morphologique. Et l'histoire s'accélère. En 2008, en fait, un groupe japonais publie un article où eux, ils montrent que le frustule des diatomées se comporterait comme un filtre par rapport aux ultraviolets. Alors là, c'est à la base à la fois d'expérience et de simulation numérique. Et là encore, les toutes mots, je vous ai cité en anglais les derniers mots de l'article, il conclut que si le frustule possède des capacités à filtrer les ultraviolets, c'est un avantage pour la photosynthèse, parce que on sait bien qu'en mer, par exemple, très vite, en profondeur, il va rester plus que du bleu et des UV, et ça, ce sont des rayonnements qui peuvent causer des problèmes au niveau des chloroplastes, et donc s'en protéger. En fait, c'est une façon de se protéger des rayonnements bleus et des ultraviolets en les filtrant. Mais là encore, il n'y a aucune démonstration, c'est vraiment les tout derniers mots de l'article pour essayer d'ouvrir la perspective et puis lancer une hypothèse. Alors évidemment, tout ça, tout ce que ces articles prétendent
c'est que donc, le frustule des diatomées posséderait des propriétés optiques particulières et qui seraient le résultat d'un phénomène d'adaptation morphologique. Alors évidemment, c'est une très belle idée. En biologie, on connaît des exemples de, ce phénomène, de ces idées-là. Par exemple, il y a certaines plantes alpines, comme les Edelweiss, qui présentent en fait un duvet de petits poils et blanc. Et en fait, ça permet justement d'aller protéger ces plantes des rayonnements ultraviolets qui sont plus abondants en altitude. Il y a aussi l'exemple de certaines plantes qui vivent sous la canopée, comme les bégonias. Si vous avez une photo d'un bégonia pavonina, ou si vous regardez la structure d'une feuille, en fait, les cellules à la cime de la feuille sont rebondies, et en fait, il y a des gens qui ont publié des articles qui expliquent que ces cellules sur l'épiderme des feuilles se comportent comme des lentilles et vont permettre d'aller focaliser la lumière qui, justement, est pas très abondante sous la canopée, et les permettre de rentrer dans les cellules qu'on appelle le parenchyme, qui sont juste derrière, là, et que la lumière va être canalisée, et puis qu'ensuite, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle en bas le parenchyme lacunaire, où la lumière va rebondir, et ils ont montré, en fait, qu'une fois que leur rentrée, la lumière était canalisée dans la feuille, et que finalement, il y a des mesures qui montrent qu'il y a à peu près 5 fois plus de lumière dans la feuille qu'à l'extérieur. Et donc, là encore, la feuille de ces plantes résulte d'une adaptation morphologique, parce que justement, elles poussent dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc la plante s'adaptait pour essayer d'en capter un maximum. Alors, sauf que, il y a quand même des gens qui disent que c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est toujours pareil en recherche, il y a toujours le pour et le contre, et en biologie, c'est compliqué de dégager une tendance claire. Alors, le souci en ce qui concerne les frustules diatomées, c'est que personne n'a jamais montré que, effectivement, les diatomées ont un avantage, que le frustule se comporte, permet d'augmenter la photosynthèse, et donc résulterait d'une adaptation morphologique. Et à ce stade-là, les 3 articles que je citais ne font que spéculer. Mais ceci dit, si vous regardez les phrases qu'ils ont mises, ça reste très évasif. Ils prennent beaucoup de précautions, ils disent que ça c'est peut-être comme ça, mais ils ne le prétendent pas. Le seul souci, c'est que depuis, les articles en recherche se sont multipliés sur la photonique des frustules. Et cette année, je crois qu'il y a j'ai dû compter à peu près, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps, et il y a dû y avoir plus de 15 ou 20 articles qui ont été publiés sur les propriétés optiques des frustules de diatomées. Alors, tous en fait, ont un même but, c'est utiliser des frustules pour faire de la microphotonique. Bon, ce qui est tout à fait respectable. Le seul souci, c'est qu'ils justifient leur approche par une approche biomimétique en disant que eux, ils vont utiliser les propriétés du frustule qui résultent d'un processus d'évolution, et c'est ça qui me pose souci, c'est qu'ils vont citer les 3 articles que je vous ai montrés en disant que c'est bien connu que le frustule diatomé résulte d'un processus évolutif et permet d'augmenter la photosynthèse. Alors que les 3 premiers articles, c'était juste des perspectives ou des hypothèses. Et donc, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui prétendent que le frustule possède des propriétés optiques particulières qui permettent d'augmenter la photosynthèse. Et alors, j'ai listé ici ce qui, pour moi, pose problème par rapport à toutes ces théories ce qui pose problème, d'abord, c'est que les gens se sont focalisés pratiquement que sur une seule espèce de diatomée, qui est du type Cosinodiscus. C'est une diatomée centrique, qui est grosse, malheureusement pour moi, comme je vous expliquerai par la suite. Elle fait à peu près 500 microns, les plus grosses font de l'ordre de 500 microns de diamètre. Et elles possèdent des aréoles qui sont organisées, qui ont une taille en moyenne d'1 micron, arrangées en hexagone. Je vous montrerai tout à l'heure la structure 3D de ces frustules, c'est assez compliqué. Alors déjà, ils sont focalisés sur une seule espèce, qui est au passage donc centrique, donc qui vit dans la colonne d'eau. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est que ces diatomées-là peuvent bouger dans la colonne d'eau, c'est-à-dire qu'elles peuvent monter et descendre. Donc si elles ont un problème au niveau de la lumière, rien ne les empêche de monter plus haut pour avoir plus de lumière. Et ils auraient mieux fait d'aller regarder pour ça, ils auraient mieux fait d'aller regarder des espèces benthiques qui poussent vraiment au fond de la mer, où là, effectivement, il manque de lumière. Donc déjà, ça c'est quand même assez dérangeant. Ensuite, la plupart des études se sont intéressées non pas
à une diatomée vivante, mais à une seule et même une seule tech, alors qu'un frustule, c'est 2 techs qui sont rassemblés comme une boîte de pétri. Une seule tech, nettoyer toute matière organique. En plus, ils ont étudié les propriétés de cette tech dans l'air. Et ça c'est quand même un gros problème pour un opticien, parce que toutes les propriétés optiques, en fait, vont résulter de la différence d'indice optique entre le milieu extérieur et le frustule. Or, il se trouve que l'air a un indice de 1, la silice à peu près 1,46, mais si vous la placez dans l'eau, l'indice de l'eau c'est 1,33. Et donc la différence d'indice entre ce qui se passe dans l'air et dans l'eau, ça n'a strictement rien à voir. Et ça va forcément atténuer les effets optiques, et je vous le montrerai par la suite. Et puis enfin, surtout, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils éclairent le frustule avec un laser, qui est une source de lumière bien particulière, qui possède des propriétés qu'on appelle la cohérence. Et ça, c'est très très loin du rayonnement solaire. Et donc, pour toutes ces raisons, on est très très loin de la situation d'une diatomée vivante dans la colonne d'eau, voire au fond de la mer, et éclairée par le rayonnement solaire. Et ça pose quand même un gros souci. Et puis, il y a aussi, alors pour un physicien, des points encore qui posent encore plus problème, c'est que même si on considère une tech unique dans l'air, eh bien, les propriétés optiques qu'ils observent, et elles sont indéniables, hein. Vous avez ici une photo que j'ai réalisée sous un microscope optique, on voit clairement qu'il y a des couleurs, il y a des effets de couleurs qui se passent, et ça ce sont des couleurs naturelles, hein. Je n'ai pas trafiqué la photo, c'est parce que, donc on voit bien que même une tech, il y a des effets optiques qui se passent. Mais alors le problème, c'est que pour aller expliquer ça, souvent les gens, ce qu'ils vont faire en approximation numéro 0, c'est qu'ils vont considérer qu'une tech, c'est une plaque de silice percée, de petits trous, point barre. Alors déjà, il y a un problème, c'est que si vous prenez Cosonidiscus, eh bien son frustule possède une structure 3D très compliquée, qui est beaucoup plus compliquée qu'une plaque de silice percée. Et il y a aussi, alors évidemment, il y a aussi des gens qui vont considérer que ces phénomènes optiques résultent finalement des phénomènes d'interférence de diffraction, et évidemment ce qu'ils ont dans l'esprit, c'est on pense beaucoup à l'expérience des interférences de type trou de Young, où vous envoyez de la lumière sur un écran opaque percé de 2 trous. Sauf que là, il y a quand même un problème, c'est que c'est de la silice, et donc c'est pas du tout opaque, c'est transparent. Et donc là aussi c'est plus compliqué. Et puis enfin, il y a quelque chose aussi qui est encore très dérangeant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent des modèles pour la diffraction scalaire, et là on ne peut pas le faire, comme je vous l'expliquerai par la suite. Donc à ce stade-là, les effets optiques, à mon sens, qu'on observe, sont même mal compris. Donc tout ça, ça pose problème. Et donc, ça c'était un petit peu le point de départ de mon travail de recherche. Alors évidemment, dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant. Alors, il n'est pas question du tout que je rentre trop dans les détails, parce que ça peut être vite technique et pénible. Mais moi, mon but n'a pas été du tout, comme les autres, de faire des nanotechnos à partir de frustules diatomées. C'est tout à fait louable, mais ça, c'est pas la question qui m'intéresse. Moi, la question qui m'intéresse réellement, c'est savoir si vraiment le frustule des diatomées constitue un avantage pour la photosynthèse, et donc s'il résulterait, in fine, d'une adaptation morphologique. C'est ça qui me passionne, c'est ça que je voulais regarder. Alors, évidemment, c'est un problème compliqué, comme je vais vous le montrer. Et pour faire ça, eh bien, j'ai fait beaucoup de modélisation numérique. Mais avant de faire ça, j'ai voulu observer des frustules en microscopie pour notamment récupérer les paramètres clés pour alimenter mes modèles numériques. Et j'ai aussi réalisé quelques petites expériences justement pour aller tester les modèles simples qui étaient annoncés dans certains articles de recherche. Alors, déjà, donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en microscopie. Alors, j'ai fait des observations microscopiques de frustules en microscopie MEB, enfin électronique, et AFM. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, on peut voir des diatomées sous un microscope optique. Le souci, c'est que si on veut vraiment avoir accès aux détails, comme les détails sont des tailles qui sont plus petits que le micron, eh bien à ce moment-là, on est au-delà de la résolution d'un microscope optique, et donc il faut faire appel à des rayonnements de longueur d'onde plus petites, et notamment, et c'est là pour ça qu'on utilise des microscopes électroniques. Donc là, vous avez un microscope électronique, il y en a un à la fac, donc j'ai pu en disposer. Alors moi, j'ai utilisé un MEB, parce qu'à l'UBS, il y a un MEB. Donc c'est un microscope électronique à balayage. C'est très bien pour voir des images du frustule en entier et avoir une résolution tout à fait suffisante.
Le seul souci, c'est qu'on n'a pas accès à la troisième dimension. Et pour ça, j'ai utilisé aussi ce qu'il y a à l'UBS, qui est un microscope à force atomique, un AFM, qui là me donne accès aux paramètres au niveau de la troisième dimension. Et tout ça pour arriver à avoir les tailles caractéristiques pour alimenter mes modèles numériques. Alors, je vous présente rapidement quelques petites images que j'ai pu réaliser. Donc ça, ce sont des images MEB de frustules d'huile atomée qu'un de mes étudiants avait récupéré en mer et puis dans les ruisseaux du coin. C'est un petit peu un sujet de stage assez sympa. Et vous voyez, on voit bien le frustule avec tous les détails et on peut mesurer, en faisant de l'analyse d'image, tous les différentes tailles de trous, les arrangements, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal. Malheureusement, on a une photo plate, on n'a pas l'accès à la troisième dimension. Donc pour ça, on fait de l'imagerie AFM. Et là, vous voyez, alors par contre, l'AFM, on peut ne balayer qu'un tout petit morceau de frustule, parce que plus c'est grand, plus c'est compliqué. Mais vous voyez, par exemple, ici, un morceau de frustule d'un frustule diatomée centrique. Et puis, vous voyez un zoom sur les aréoles. Et là, ce qu'on voit déjà, donc là, on voit bien les aréoles avec les différents trous. Vous voyez, il y a les informations en 3 dimensions des tailles. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur même d'un aréole, il y a des petits détails. Et donc là, c'est encore des trous plus petits. Bon. Et donc, avec ça, on arrive absolument à mesurer finement les différents paramètres. Et ça va permettre d'alimenter les modèles numériques pour faire des simulations. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le cœur de mon travail a été de modéliser ce qui se passe quand de la lumière éclaire un frustule de diatomée. Et pour les raisons que je vous montrerai tout à l'heure, enfin juste après, on peut pas. Ce problème-là, c'est un problème compliqué, il faut l'aborder avec des méthodes numériques. Alors l'idée de base, c'est d'aller simuler de la lumière qui est modélisée par une onde électromagnétique qui tombe sur un modèle 3D de frustule. Et ensuite, on va essayer d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du frustule, à savoir comment la lumière se répartit dans un plan transverse au frustule. Alors évidemment, ça c'est des choses qu'on est obligé de modéliser, en faire en numérique, parce qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je n'ai pas les moyens d'aller faire ce genre d'expérience. Je ne sais pas comment on pourrait le faire, d'ailleurs, si c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est quand même beaucoup plus simple, c'est d'aller faire des modèles numériques. Donc l'idée de base, c'était donc simuler la propagation d'une onde électromagnétique qui tombe sur un frustule et regarder comment l'intensité se répartit dans le frustule, parce que si jamais effectivement ça sert à la photosynthèse, ça doit être au niveau des chloroplastes qui sont dans le frustule que ça se passe. Alors le problème, c'est que c'est un problème complexe, parce que, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas se satisfaire des modèles classiques en optique, qui sont des modèles scalaires. Là, et vu la taille des aréoles et des différents détails d'un frustule diatomée, il faut tenir compte de la structure vectorielle de la lumière. Et en gros, il faut aller résoudre les équations de Maxwell, qui sont ici à gauche. Bon, juste pour les faire joli, hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce bazar-là. Mais, et alors pour faire ça, c'est aussi compliqué parce qu'après, on a affaire à une structure compliquée de frustules. Et numériquement, j'ai fait appel à une méthode numérique qui s'appelle la FDTD, où on va faire un maillage de la cellule de calcul. Et là, vous avez ce qu'on appelle la cellule de Yi, qui est au cœur de la méthode FDTD. Et pour ça, j'ai réalisé un code de calcul qui possède 2 parties. Il y a le cœur du code qui est, que je n'ai pas écrit, que j'ai réutilisé, qui a été développé au MIT, qui s'appelle MIP. Donc ça, c'est écrit en C++, ça résout justement ces problèmes-là. Le C++ est un langage compilé, donc ça va très vite. Et puis surtout que c'est très lourd à faire comme calcul. Par contre, après, toute la modélisation est réalisée en 3D du frustule, est réalisée dans un langage qui s'appelle Python. Et derrière, l'exploitation des résultats aussi est faite en Python. Donc vous avez, en fait, Python permet d'adresser le code MIP, et ça, c'est relativement souple. Alors, j'ai fait ça. Je suis parti, en fait, quand j'ai commencé mon travail de recherche, je suis parti un petit peu bille en tête, directement dans cette voie-là, qui est la voie la plus dure. Et très vite, j'ai eu des premiers résultats. Donc vous voyez ici un modèle numérique de frustule. Donc c'est une espèce de boîte, là, bon, elle est colorée en bleu, mais on s'en fiche. Et puis donc c'est vraiment le frustule en entier, les 2 têtes, les trous arrangés en hexagone. Et puis derrière, vous voyez qu'on voit bien un effet. Donc là, vous avez l'onde électromagnétique qui traverse le frustule. Et puis, bon, j'ai simulé un peu plus loin que dans le frustule. Et on voit qu'il y a un effet de focalisation, mais qui est derrière le frustule. Et d'ailleurs, au passage, c'est ce que certains ont observé expérimentalement. Donc on voit un effet de focalisation, mais qui est derrière, qui n'est pas dedans.
Et puis là, à droite, vous avez, j'ai fait une petite animation où je trace en fait la répartition d'intensité dans différents plans quand on s'éloigne de la phase d'entrée du frustule. Alors ça marche très bien ça, le seul souci que j'ai rencontré, c'est que j'ai pas pu modéliser des frustules de taille réaliste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la FDTD c'est très bien, ça marche très bien, mais il y a un souci, c'est que il faut mailler donc la cellule de calcul qui est ici, et il faut faire un pas tous à peu près les 25 nanomètres. Et si jamais vous avez un frustule qui fait 500 microns, eh bien ça génère un nombre de points de calcul qui est gigantesque, et ça génère beaucoup de données, et mon ordinateur qui est ici explose. Et donc tout ce que j'ai pu faire avec mon PC, c'est modéliser des petits frustules de quelques microns. Et en gros, j'ai un facteur 10 qui me manque, donc ça fait 1000 parce qu'on est en 3 dimensions. Et ça m'a profondément déçu dans un premier temps, parce que je me suis dit que c'était un peu cuit, quoi. Alors j'ai cherché de la parade, et la parade que j'ai trouvée, évidemment, c'est faire du calcul parallèle. Et alors j'ai la chance, comme je suis entre différents laboratoires à l'UBS, d'avoir accès à un cluster de calcul à Vannes, qui se trouve à Vannes, qui est l'IRISA. Donc un cluster, c'est là, cette fois-ci, c'est une vingtaine de PC qui sont tous branchés en parallèle. Et l'idée, c'est d'aller répartir le calcul sur les 20 PC de front. Et il y avait aussi une autre approche, j'ai aussi travaillé sur le calcul parallèle sur ce qu'on appelle les cartes graphiques, les GPU, le Processing Unit. Parce que les cartes graphiques actuelles des PC, en fait, chaque pixel d'une image en fait, est adressé par un petit processeur. Donc en fait, une carte graphique, c'est un nombre faramineux de petits processeurs élémentaires. Et donc, il y a des gens qui font du calcul scientifique en utilisant les propriétés de ces cartes graphiques. Ils vont répartir le calcul sur tous les petits processeurs de la carte graphique. Et il se trouve que le cluster de l'IRISA possède des cartes graphiques qui sont dédiées au calcul scientifique. Donc j'ai pu tester ces deux approches, soit du calcul sur cluster à travers ce qu'on appelle MPI, soit alors du calcul sur carte graphique avec ce qu'on appelle CUDA. Le problème, c'est que dans un premier temps, j'ai voulu tester ça. J'ai pas réécrit les codes à partir de zéro, je suis reparti de choses qui existaient. Et malheureusement, j'ai pu avoir un gain en termes de vitesse de calcul, mais pas en termes de taille. Alors pour différentes raisons. D'abord, c'est parce qu'un cluster classique comme ça, malheureusement, même si vous avez 20 PC qui travaillent en parallèle, ça passe tout. Il y a quand même un PC qui est le maître et qui lui va récupérer toutes les données. Et c'est lui qui explose dans le cas. Et donc là, ça ne marche pas. Et l'autre cas, c'est les cartes graphiques. Les cartes graphiques, ça marche bien aussi, mais malheureusement, il n'y a pas encore assez de processeurs, elles ne sont pas encore assez puissantes pour mon calcul. Alors évidemment, je ne suis pas non plus un expert en calcul parallèle. Pour l'instant, je n'ai pas abouti. Je ne sais pas s'il faudrait repartir à zéro, écrire les codes à partir de zéro. Là, c'est un travail de recherche en soi, et là, je n'ai pas les compétences pour l'instant. Et je ne sais pas trop. Donc pour l'instant, je n'ai pas abouti. Peut-être que je vais, dans le futur, modéliser des diatomées plus petites qui me permettraient de rentrer dans le cadre de mon ordinateur ou des clusters, ou tout ce bazar-là. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais l'approche brutale n'a pas débouché sur des résultats réalistes, à mon sens. Alors, évidemment, j'ai essayé de chercher une parade, et pour essayer de me convaincre de certaines choses que j'imaginais. Notamment que quand on était dans l'eau, forcément les effets optiques devaient être fortement amoindris à cause de cette différence d'indice qui est beaucoup moins importante que dans l'air. Et je me suis amusé à calculer le coefficient de transmission d'une plaque en silice perforée de petits trous dont les diamètres sont de l'ordre du micron, arrangés en hexagone. Et justement, ça c'est un moyen d'aller tester des modèles simples de frustules. Et alors pour ça, j'ai utilisé aussi des méthodes numériques. Mais cette fois-ci, c'est une autre méthode qui est plus light, qui s'appelle la méthode de Fourier modal. Alors, il y a une approximation, elle suppose que le frustule est infini, mais enfin, ça, c'est pas trop dramatique. Et puis surtout, je vais vous montrer ce qu'on voit. Alors, vous avez ici à gauche et à droite les coefficients de transmission calculés numériquement pour donc une plaque de silice de 100 nanomètres d'épaisseur, perforée ou pas de trous, et dans l'eau, non, dans l'air et dans l'eau. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à gauche ici, vous avez donc le coefficient de transmission d'une plaque de silice sans trous dans l'air. Vous voyez, c'est la courbe en rouge. Et puis vous avez la même chose avec des trous.
Alors ce qu'on voit, c'est que quand il y a des trous, il y a des espèces de petits pics, et ça c'est justement la signature d'un effet type cristal photonique. Parce qu'au passage, les calculs qui ont été publiés dans les articles, enfin les premiers articles, avaient une approche très physique du solide, et pour un opticien, c'est difficilement compréhensible. Et alors que là, on voit clairement l'effet, c'est beaucoup plus parlant à mon sens. Donc on retrouve bien l'effet un peu cristal photonique, mais alors quand on voit ça, on peut se dire ça relativise les choses, parce que c'est vrai qu'il y a des fréquences qui vont moins bien se propager, mais vous voyez la largeur, ce qu'on appellerait la bande passante en physique, c'est quand même vachement étroit. Alors quand on sait que la photosynthèse est extrêmement efficace pour aller ramasser pas simplement que ça coupe un peu autour d'une longueur d'onde, la photosynthèse on s'en fout un peu, quoi. Et donc ça relativise déjà beaucoup ce que les gens prétendent, ces sortes de bandes photoniques interdites. Ouais, mais bon, pour la photosynthèse, ça va pas changer la vie, quoi. Et alors surtout quand on met cette fois-ci dans l'eau, alors là, là vous voyez déjà les coefficients de transmission étaient pratiquement variés entre 86% et 100%. Et là dans l'eau, qu'il y ait des trous, pas des trous, la transmission est pratiquement de 100%, hein, ça fluctue. Alors les petits pics, ils ont complètement amoindri, on ne les voit pratiquement plus. Et surtout la courbe, qu'il y ait des trous, pas des trous, ça change pratiquement rien. Et donc là, là pour moi, ce que ça me montre, c'est que clairement, ça relativise beaucoup l'histoire des cristaux photoniques, et puis surtout le fait qu'on soit dans l'eau, ça va changer dramatiquement les choses. Rien qu'avec un modèle simple de frustule. Et puis, ensuite, j'ai fait des petites expériences pour continuer à me persuader de ça. Alors j'ai passé 6 mois en fait, au début de l'année à Télécom Bretagne, où j'ai pu faire de la recherche, que de la recherche, parce qu'autrement ici, quand je suis ici, je faisais de l'enseignement, donc je vais moins vite. Et à Télécom Bretagne, en fait, ils possèdent des machines, des phototraceurs, qui permettent de réaliser des composants optiques diffractifs. Et ils m'ont construit, en fait, des espèces de des composants qui peuvent être assimilés à des disques de verre. Et je leur ai demandé de les perforer de petits trous, ou pas. Et puis, si c'est perforé, c'est des trous d'un micron, séparés à arrangés en hexagone. Et donc, ils m'ont fabriqué ces composants, et ensuite j'ai fait l'expérience suivante. J'ai éclairé ces composants avec de la lumière blanche. Alors j'ai juste mis un monochromateur, mais bon, qui filtre un peu, mais ça reste incohérent. Et la lumière donc éclaire ensuite mon composant optique, et derrière, eh bien, je vais aller regarder. Je peux faire varier la distance d'un objectif de microscope et aller regarder ce qui se passe dans différents plans, à différentes distances du composant, pour voir s'il y a des effets de focalisation. Quand il y a des trous et quand il n'y a pas de trous. Et voilà les résultats que j'obtiens. Donc à gauche, vous avez ce qui se passe quand vous avez un composant sans trou, à une distance de 0 jusqu'à 200 microns, qui est à peu près la taille, l'épaisseur d'un frustule, c'est à peu près de l'ordre de 250 microns. Donc là, on est à peu près là, ça veut dire que j'ai balayé à peu près toute l'épaisseur du frustule, quand il n'y a pas de trous et quand il y a des trous. Et ce qu'on voit, on voit rien. On voit aucune différence. Et alors, on voit quand même un effet de focalisation, mais il faut être à pratiquement 1 mm du composant, c'est-à-dire forcément en dehors de la diatomée. Et donc, ce que ça montre, bon, c'est peut-être décevant de rien voir, mais ça permet quand même de comprendre que déjà, ça remet en cause tous les modèles simples de frustules où les gens disent c'est juste une plaque de silice perforée de trous, ça déjà c'est mort. Et puis aussi, ça remet aussi en cause cette histoire de focalisation. Et donc, en tout cas, quelles sont les conclusions que j'en ai tirées? Je vais vous en parler. Eh bien, ce qui est clair, c'est qu'à ce jour, on n'est pas capable, comme je vous l'ai expliqué, enfin du moins, il y a peut-être des gens sur Terre, je sais que dont j'ignore. En tout cas, moi, on n'est pas capable de simuler ce qui se passe quand de la lumière tombe sur une diatomée réelle. Et alors c'est peut-être décevant. Ce qui est aussi clair aussi, c'est que l'origine même des phénomènes optiques qu'on observe est mal comprise. Clairement, je vous ai montré que si jamais on prend ça, si on considère qu'une TEC c'est juste une plaque percée, ben ça va pas. Alors peut-être que c'est dû à la structure tridimensionnelle, fractale, tout ça. Bon ça peut-être, mais c'est compliqué à modéliser et j'ai pas encore vraiment vu de modèles qui font ça. Bon, j'ai pas encore tout montré, mais bon, j'ai quand même un petit peu des doutes, il faut être honnête.
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a été fait est très loin en fait d'une diatomée vivante dans l'eau, éclairée par la lumière solaire. Et par conséquent, à l'heure actuelle, le rôle supposé du frustule au niveau de la capture de la lumière reste une question absolument ouverte et même sujette à caution, à mon sens. Et pour terminer, quelques petites réflexions qui m'ont plus ou moins orienté dans ce que je peux en penser. Je crois que c'est en 2005, on a découvert en fait des bactéries sulfureuses, vertes, à une profondeur de l'ordre de 2500 mètres dans le golfe du Mexique. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à 2500 mètres, il n'y a plus du tout de lumière solaire. C'est le noir absolu. Et pourtant, ces bactéries font de la photosynthèse. Et elles font de la photosynthèse, en fait, à partir de l'énergie thermique de sources géothermales. Et ça, évidemment, ça a vraiment interrogé les gens parce qu'on s'est dit, mais c'est quand même hallucinant qu'il y a des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse à partir de pratiquement rien en rayonnement, puisque c'est très faible le rayonnement thermique d'une source géothermale. Et alors, ça a posé des questions sur la photosynthèse même. Pourquoi est-ce que la photosynthèse est aussi efficace? Parce que, alors on est d'accord, la photosynthèse est un phénomène extrêmement complexe que les biologistes et les chimistes vont décrire par des différents processus physico-chimiques compliqués, mais qui restent quand même, pour un physicien quantique, classiques. Et le fait d'avoir découvert ces bactéries, ça fait donc s'interroger sur pourquoi est-ce que ces phénomènes, la photosynthèse était aussi efficace au niveau de la capture de la lumière. Et on s'est aperçu en fait que, alors il est clair aussi que cette bactérie a des chloroplastes qui sont un peu particuliers, bon, là encore, bon, ça n'a quand même rien à voir avec une plante classique, mais en tout cas ce qu'on s'est aperçu, c'est que les phénomènes qui sont à l'origine de la photosynthèse sont des phénomènes totalement quantiques et des phénomènes qui sont extrêmement récents, des phénomènes physiques qui ont été découverts assez récemment en physique quantique. Par exemple, si la photosynthèse est aussi efficace, c'est parce que ça implique des phénomènes quantiques comme des excitons, comme des phénomènes de cohérence quantique, comme ce qu'on appelle l'intrication. Et donc, à l'heure actuelle, il y a des théoriciens en physique quantique qui se sont mis à complètement réinterpréter la photosynthèse. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que est-ce que vraiment la diatomée a besoin d'aller construire un frustule en silice pour augmenter la photosynthèse, sachant que la photosynthèse est déjà un phénomène infiniment efficace du fait que c'est un phénomène quantique? Ça reste une question ouverte. Et enfin, en ce qui concerne la périodicité du frustule, et qui nous paraît aussi beau, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que forcément dans la nature, l'émergence de formes régulières résulte toujours d'un phénomène adaptatif et a une raison quelque part utilitaire à ça? Évidemment, la réponse est non. Et on sait par exemple que les cristaux de neige ont des symétries absolument fabuleuses. Il y a un physicien japonais qui avait étudié ça, je crois qu'il y a à peu près une centaine de formes de cristaux de neige différents suivant les conditions dans lesquelles ils sont synthétisés. Et il y a des symétries terribles, quoi. Et les arrangements aussi de trous en hexagone, ça se rencontre dans la nature. Et là, on ne peut pas dire que ça va résulter de processus adaptatifs, quoi. Par exemple, les orques basaltiques aussi, vous avez des réseaux hexagonaux sans que ça ne justifie pas il n'y a pas d'utilité à ça. De la même, il y a certains coraux aussi qui présentent des motifs de ronds en hexagone. Si vous prenez aussi les symétries de certaines fleurs, des ananas, de la mousse aussi. Et donc, l'émergence de formes dans la nature ne résulte pas toujours forcément, il n'y a pas forcément de cause, quoi. Et c'est un petit peu un travers de notre société actuelle de vouloir toujours justifier les choses à travers une utilité ou une raison. Enfin, il faut que ça serve à quelque chose. D'ailleurs, la recherche est un peu pareil. À l'heure actuelle, c'est difficile de faire de la recherche si jamais vous n'allez pas pouvoir dire que ça va servir à quelque chose. Et il se trouve que la nature ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est une vision, à mon avis, très anthropomorphique. Peut-être que les formes des frustules de diatomée résultent tout simplement du fait que les lois de la physique possèdent des symétries et que ça va engendrer des symétries comme les cristaux de neige. Les cristaux de neige, s'ils sont symétriques, c'est parce que les lois de la physique sont symétriques. Et peut-être qu'il ne faut pas chercher cette raison au-delà de ça, qu'à essayer d'aller justifier les frustules à travers une utilisation, c'est peut-être un leurre.
Voilà ce que je voulais vous parler. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci, j'ai presque tout compris. Merci. Mais qu'est-ce que vous entendez par processus quantique dans la photosynthèse? C'est là que vous allez peut-être moins comprendre. On va peut-être pas se fâcher tout de suite. Comment vous répondre à ça? Si vous voulez, en général, la physique quantique, donc c'est la physique qui s'opère à l'échelle des atomes et des molécules. Bon, les premiers phénomènes quantiques qui ont été découverts, c'est la quantification de l'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, des atomes ou les molécules, ça possède ce qu'on appelle des niveaux d'énergie. L'énergie ne varie pas de façon continue. Et bon, alors ça, évidemment, dans les théories classiques de la photosynthèse, ils en tiennent compte parce qu'il y a des molécules, qu'il y a de la lumière qui arrive, et donc elle va être absorbée à travers les niveaux d'énergie des molécules. Ça. Mais le problème, c'est que l'intrication, alors ça par contre, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, ce sont des phénomènes qui sont très surprenants à notre échelle. Et l'intrication, je peux vous en dire 2 mots si vous voulez, mais c'est difficile à vulgariser. C'est une physique qui est très difficile à vulgariser, mais c'est par exemple, on sait créer ce qu'on appelle des photons jumeaux. C'est-à-dire que vous avez une particule qui va se désintégrer en 2 photons. Et alors, pour un physicien classique, les 2 photons, vous pouvez imaginer qu'il y en a un qui part à Tokyo, l'autre qui part à New York. Pour un physicien classique, l'état d'un photon, par exemple, qui arrive à New York, il n'est pas corrélé avec le photon qui est parti à Tokyo. Sauf que, c'est pas comme ça que ça se passe. On sait que les 2 états sont corrélés, on dit qu'ils sont intriqués en physique quantique. Et ça, c'est surprenant parce que vous avez un système physique qui est délocalisé, puisqu'il y en a une partie qui est à Tokyo, l'autre qui est à New York, et pourtant ils sont reliés. Et si vous faites une mesure à New York, instantanément, contrairement à ce qu'Einstein disait avec la relativité, l'état du photon qui est à Tokyo sera modifié, enfin sera déterminé plutôt. Et donc c'est ça l'intrication. Et ça, c'est un phénomène qui est purement quantique, parce que ça résulte de ce qu'on appelle la théorie quantique, qui est une théorie non locale. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui peuvent être, qui n'ont pas de position, qui vont l'acquérir par la mesure. Et ça, c'est une vision très quantique. Et c'est ça qui est en jeu dans la théorie de la photosynthèse quantique. Je ne sais pas si j'ai essayé de... Mais c'est difficile à expliquer avec les mains, parce que c'est une physique, la physique quantique, qui est passionnante, mais elle va heurter toute l'expérience que vous avez du monde, qui résulte de vos sens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde à l'échelle des atomes n'a rien à voir avec le monde qu'on expérimente à travers nos sens. Nous, on est des êtres classiques. Et malheureusement, l'univers n'est pas que classique, il est quantique à la base. Et je sais pas. Ça tient de l'effet papillon un peu. Alors l'effet papillon, c'est le chaos, mais c'est surprenant. L'effet papillon est beaucoup plus simple à comprendre que l'intrication. Bonjour. Bonjour. Alors c'est pas pour embêter, je n'y connais rien en mathématiques, moi j'y suis pas. Je suis plutôt en biologie, donc ça m'a un petit peu embêté à la fin. C'était d'expliquer que les diatomées n'avaient pas forcément d'intérêt évolutif en comparant avec des cristaux de neige ou des coraux qui se reproduisent pas vraiment. Vous voyez. Oui, mais justement, c'est ça le... mais... Non, mais la comparaison n'est pas forcément valable. Après le reste, je dis pas que c'est... je dis pas que c'est forcément évolutif, mais la comparaison m'embêtait un peu. Ouais, mais même en biologie, si vous prenez l'émergence des formes en biologie, par exemple, si vous prenez... ce que simplement je veux dire, c'est que il y a des formes l'émergence de formes, on sait que ce sont des processus émergents. Je sais que c'est pas toujours, c'est pas forcément évolutif. Je suis d'accord. C'est pas forcément évolutif. Par exemple, si vous prenez la phyllotaxie, par exemple, la phyllotaxie spirale, par exemple, dans des fleurons dans un tournesol, c'est pas codé génétiquement, ça.
ce sont des processus physiques qui vont l'engendrer. C'est les lois de la physique qui l'engendrent. C'est ça que je voulais expliquer. Oui, non, mais je comprends le truc. Mais je pense qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit oui. aussi qu'au niveau évolution, pour les insectes, les formes d'une fleur, par exemple. Ah oui, mais ça peut être j'ai pas dit intéressant. que ça n'existait pas. Mais Non, voilà, non, mais c'est juste. c'est juste pour relativiser le pas point pour de vue. embêter, c'est une petite remarque. Ah oui, ok. Non, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais il y a quand même derrière quand même une grosse vision anthropocentrique. Parce que même si vous prenez en biologie, c'est jamais clair, quoi. Même l'histoire des... C'est jamais pour... De toute façon, si ça résulte d'évolution, il y a toujours plusieurs... Enfin, le problème, c'est que moi, je suis physicien. Et en physique, quand on dit quelque chose, c'est très tranché. La biologie est beaucoup moins tranchée. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un rôle, mais il est très... C'est ça qu'exclure un rôle, c'est pareil, c'est pas... faut pas trancher non plus, c'est pas... Ouais. C'est complexe, tout ça. Oui. Ouais. C'est tout. C'est clair. Super conclusion. Ouais, par contre, si vous prenez les articles, ils sont très tranchés. Hein. Les gens, c'est ça qui m'énerve. Ouais. Merci pour cette présentation vraiment passionnante. On pensait qu'on allait arriver à quelque chose sur la structure des frustules. Donc là, ce que je comprends, c'est que vous avez un petit peu laissé tomber ce sujet Non, j'ai pas laissé tomber le sujet. D'abord, j'ai moins de temps maintenant parce que je suis enseignant aussi. Et puis, l'approche brutale, pour l'instant, l'approche brutale sur les... Enfin, je suis coincé. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de modéliser des diatomées plus petites et peut-être justement les regarder. Mais je vais essayer peut-être d'avoir des voies plus soft. Parce que là, au début, je suis parti la fleur au fusil et avec l'artillerie lourde, quoi. Et sauf que là, c'est... Peut-être qu'il suffit d'attendre une dizaine d'années pour que les ordinateurs soient plus puissants et à ce moment-là, le problème sera résolu, quoi. Et donc là, bon, je ne suis pas un spécialiste de calcul parallèle. Je vous dis, là, pour moi, ça devient... Enfin, il faudrait passer des mois et des mois à écrire du code à partir de zéro, et ça, c'est lourd, quoi. Et je suis tout seul à travailler là-dessus. Donc, je préfère une approche plus light. Disons, trouver des arguments, parce que pour donner des éléments de réponse. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'en biologie, c'est jamais blanc ou noir. Et c'est pas comme en physique. En physique, ok, vous avez un cristal photonique, les arrangements sont d'une périodicité parfaite. Donc là, un frustule, même quand on va faire un modèle, il sera parfait. Il n'y aura pas cette variabilité qu'on trouve dans la nature. Et donc, on ne pourra jamais être certain du truc. On va pouvoir dire, ok, ça semble améliorer les choses, mais c'est jamais blanc ou noir. Et puis il y a toujours plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a un truc qui est quand même à peu près sûr, c'est que le frustule, c'est une sorte d'armure mécanique. Donc déjà, il y a ça qui est... Alors après, que ça puisse jouer un petit rôle optique, pourquoi pas? Mais moi, ce que je veux simplement expliquer aux gens, c'est qu'il y a des gens qui font leur business là-dessus en racontant que c'est super joli, et ça permet de se placer dans une approche biomimétique, et ça permet d'avoir des contrats de recherche et tout ça. Mais voilà, quoi, il faut juste... moi, ce que je cherche juste, c'est à relativiser le truc. Et dire que c'est plus compliqué que pour telle ou telle raison. Maintenant, après, est-ce qu'on aura un jour la réponse? Et il y a d'autres équipes qui travaillent sur la même thématique ou peut-être avec d'autres approches, du coup? Ils sont tous dans une démarche, mais je vous dis, c'est le travers de notre époque, d'aller utiliser les frustules pour faire des nanotechno. Et après, je vous dis, c'est le papier d'emballage, l'histoire de l'adaptation morphologique, sans qu'il y ait rien de démontré. Voilà, c'est juste le truc. Moi, je voudrais revenir à ce que vous aviez dit au tout début sur les frustules et leur composition. Vous aviez dit que c'était de la silice. Voilà, je ne suis pas chimiste. C'est la chimie, c'est de la silice hydratée. D'accord. Moi, je suis très loin de mes cours de physique. La silice, c'est un matériau qui est pur ou c'est une combinaison de quelque chose? C'est du silicium et puis non, c'est pas un matériau pur. C'est la formule chimique. Je suis pas chimiste. Ça rentre dans la composition du verre, je crois, non? Ouais. Oui, mais il y a du silicium et puis il y a des oxygènes. D'accord. Et vous disiez que les scientifiques ne savaient pas comment les diatomées pouvaient fabriquer la silice. Parce que nous, on arrive à le faire avec de très hautes températures, c'est ça? Enfin, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Il y a des gens qui font de la recherche là-dessus.
les diatomées savent catalyser les réactions chimiques de la silice et surtout elles savent contrôler la cristallisation de la silice pour qu'elle fabrique des structures aussi compliquées et à basse température. D'accord, nous on saurait le faire avec des hautes températures. Bah, à ces échelles-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse en sache faire. Franchement, parce qu'elle fondre du verre et puis fabriquer des structures compliquées... D'accord, à cette échelle ou à une autre échelle. Ouais. Et il n'y a aucune recherche qui est faite là-dessus? Si, mais ça, ce sont des recherches qui mélangent une approche génétique et chimique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros, la vision actuelle, c'est la génétique qui pilote les réactions chimiques. D'accord. J'avais une deuxième question, si vous vous permettez. J'ai été un peu surpris de savoir que vous aviez, en quelque sorte, arrêté vos recherches sur la lumière et tout ça à cause de puissance de calcul. Vous n'auriez pas possibilité d'utiliser on en a encore parlé il y a quelques jours, de supercalculateurs? Vous n'aviez pas moyen de... Moi, je vous dis, moi, le problème, c'est que j'ai aucun financement. Et le temps de calcul, c'est un prix. Et pour aller... je bénéficie gratuitement de l'accès au cluster de l'IRISA à l'UBS. Mais par exemple, avoir accès à un super ordinateur comme un Cray ou ces bidules qui utilisent en météo, ça, il faut payer, quoi. Et j'ai pas les moyens pour aller faire ça. Voilà. D'accord, je pensais que le monde de la recherche publique, justement, avait à disposition des supercalculateurs. Tout a un prix. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'était super. Moi, je voudrais intervenir. J'étais très intéressé par ce que vous avez présenté. Parce que moi, j'ai travaillé sur les nanoparticules de silice dans l'industrie, en laboratoire de recherche, et effectivement, on rencontre des tas de problèmes parce qu'on se retrouve à des tailles où ça paraît pas logique, quoi. Donc, apparemment, on arrive dans le domaine quantique, quoi. Ah oui. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur précédent sur d'où vient la silice. En fait, moi, je connaissais une chercheuse qui travaillait toute seule dans son coin, qui s'appelait Jeanne Rousseau. Il y a une vidéo sur elle qui est en vente, qui est disponible. Il y a des extraits sur YouTube. Et moi, je l'ai rencontrée, elle est décédée il y a 2 ans, elle avait 97 ans. Elle a fait des travaux remarquables. Moi, j'ai eu accès, et j'ai fait des expériences avec elle d'ailleurs. Et pour elle, la silice, c'est une condensation d'azote. Et on tombe sur les travaux d'un Breton qui a été nominé sur 2 prix Nobel. Et il y a eu l'intervention du président de la République de l'époque, d'une famille de financiers, qui est intervenu auprès du prix Nobel pour pas qu'il ait le prix, quoi, en fait. Et il s'appelle Louis-Claude Kervran. D'accord. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les transmutations biologiques. Et c'est un peu dans le même esprit que la condensation d'azote. L'azote fait 14 en numéro atomique, et la silice fait 28. Déjà, c'est assez troublant, quoi. Et ça peut expliquer beaucoup de choses, parce que de l'azote, il y en a en grande quantité dans l'air, et dissous dans l'eau, il y en a aussi un peu. Et les travaux de Kervran, ils sont disponibles sur des ouvrages, et ça a été étudié déjà par des gens à Polytechnique, déjà depuis 2 siècles, sur la disponibilité du calcium pour les coquilles d'œufs. Et donc, si on lit ces ouvrages, qui sont accessibles, on s'aperçoit que lorsque les coquilles étaient molles, par exemple en Bretagne où il n'y a pas de calcium, on sait que c'est granitique, et donc ils donnaient du mica aux poules, et le mica, comme par hasard, ça contient du potassium. Le numéro atomique, c'est 39. Donc il suffit d'un proton d'acidité, et les poules, effectivement, font ça. On ne sait pas très bien comment. Et on obtient, le résultat, c'est qu'il y avait plus de calcium. Alors ils ont décortiqué les poules, ils ont regardé si c'était pas une déminéralisation des os des poules, etc. Enfin, ils n'ont pas trouvé, quoi. Donc apparemment, c'est bien des transmutations biologiques, c'est des réactions nucléaires en fait, qui se font par voie enzymatique, par des champignons, des bactéries. On ne sait pas, ça n'a pas été plus approfondi, hein, puisque c'est tombé dans l'oubli à l'époque où c'était le nucléaire à haute température. On tombe toujours sur l'haute température, les systèmes à haute énergie qui sont privilégiés. En fait, c'est pour ça qu'on a une approche du vivant qui est un peu faussée, quoi. Et il y a d'autres méthodes physico-chimiques qui permettent d'apprécier le vivant. Et puis les taux vibratoires, il y a un ingénieur qui a fait tout un livre sur les taux vibratoires aussi. Et ça, c'est jamais pris en compte. Et puis il y a aussi un autre auteur qui avait écrit un livre sur les différentes fréquences dans l'univers et les résonances qu'il y a avec les différents organes du corps humain.
effectivement, toutes ces parties-là, ça fait partie de la géobiologie. C'est pas considéré comme une science, quoi. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit reproductible, quoi. Voilà. C'est ça, c'est un des critères pour la science. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir un résultat reproductible, et après, c'est ça la difficulté. Mais bon, après, et donc en fait, ça explique pourquoi on peut tomber comme ça dans une impasse qui n'est pas une impasse, en fait. Parce que c'est quand même une démonstration. Démontrer que ça ne marche pas, c'est aussi une démonstration. Oui, moi, je ne sais pas, hein. Mais j'ai des doutes. Enfin, c'était très intéressant. Ben, je vous remercie. S'il vous plaît, une chose étonnante, je trouve que l'on travaille sur des frustules qui sont nettoyées de toute matière organique. Bon, ça se comporte comme une micro-lentille, mais on cherche à mettre en évidence un phénomène biologique, vivant, et on supprime le vivant. Parce que eux, c'est pas leur, eux, en fait, à la base, c'est pas leur intérêt. Eux, enfin, l'intérêt de tous les autres chercheurs, c'est de dire, on ne sait pas fabriquer ces structures, et on va les utiliser, faire des nanotechnologies. En fait, c'est ça leur problématique. Mais ça, c'est tout à fait louable, hein. Moi, j'ai rien à reprocher à ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas derrière aller prétendre des choses du métabolisme des diatomées sans le démontrer, quoi. Parce que là, on sort de la science, quoi. C'est important d'aller émettre des hypothèses, mais il ne faut pas derrière que ça devienne une vérité. Et c'est ça mon point un petit peu mon petit cheval de bataille, quoi. C'est-à-dire que je trouve tout à fait respectable qu'on utilise des frustules parce que c'est quelque chose si on peut disposer facilement et que les diatomées savent très bien faire. Donc ça, c'est très très bien. Si on en dépose sur les cellules photovoltaïques, si ça augmente le rendement, moi ça me va très bien. Mais après, je vous dis, la difficulté, c'est aller dire, ok, mais ça, c'est parce que voilà, c'est l'histoire d'évolution, de biologie. Là, il faut le montrer, quoi. En fait, c'est un raisonnement à l'envers, quoi. Non, je vous dis, pour moi, c'est clairement un papier d'emballage. Parce que ça fait vendre. C'est quelque part, je vous dis, les exemples qui sont beaucoup cités, c'est l'histoire du nez du Shinkansen, là, le TGV japonais, qui a été copié sur le nez du martin pêcheur, parce que quand le martin pêcheur rentre dans l'eau, eh bien, il n'y a pratiquement aucune onde de choc dans l'eau, et donc il surprend les poissons, et donc là, la pénétration du nez du Shinkansen est pratiquement parfaite, et ça reste, justement, ils ont copié ça sur le martin pêcheur. C'est pareil aussi, le velcro, on raconte aussi que c'est une imitation d'une plante qui s'appelle la bardane, que les trucs anti-reflets, c'est les yeux de papillon. Donc si vous voulez, ça c'est une approche biomimétique. Et donc, mais c'est très vendeur, ça. Et donc ça permet de faire passer un peu la pilule, quoi. et d'obtenir plus facilement de l'argent pour des contrats de recherche. Mais après, ce qui est dérangeant, c'est de dire que c'est une vérité. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'énerve. Je vous propose de terminer là. Alors, merci Pierre-Emmanuel. Je vous remercie. Merci beaucoup.